Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 3e épisode de Sérirama, le podcast vidéo, la vidéo hebdomadaire de Télérama, tous les lundis à 18h. Une semaine sur deux, comme vous le savez peut-être désormais, c'est Facebook Live, c'est Sérirama Live. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'une personnalité du milieu des séries pour discuter d'une série, en l'occurrence d'Engrenage, qui revient pour sa 6e saison ce soir à 21h sur Canal+. 6 saisons, mais en fait, Engrenage a commencé en 2005, donc si je sais encore bien compter, ça fait 12 ans. Et nous sommes avec sa scénariste en chef, Anne Landois. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de cette 6e saison. Évidemment, on va en parler un peu entre nous et avec vous. Vous êtes invités à nous poser des questions en commentaire sur cette 6e saison qui va commencer. Si vous avez des questions, évidemment, on ne va pas la spoiler, ça ne servira à rien. On ne va pas révéler les éléments d'intrigue pour ne pas faire d'anglicisme. Mais sur l'écriture de la série, sur son tournage, sur comment tout ça se passe. Et sur ses thématiques, sur ses personnages, puisque avec le recul qu'on a avec 6 saisons et 12 ans, ça fait quand même pas mal de choses à discuter. Anne Landois, une première question. Ça fait 3 ans qu'on attendait cette nouvelle saison. Les plus râleurs ou peut-être les plus motivés diront c'est long, 3 ans, pourquoi c'est si long ? C'est long parce que c'est long à fabriquer. Voilà, donc oui, c'est vrai, c'est long, c'est un peu trop long. Il y a des séries maintenant qui s'écrivent plus vite. Engrenage est une série un peu particulière parce qu'à la fois, elle joue sur un hyper-réalisme qui nécessite beaucoup de documentation, surtout en matière judiciaire et policière. Donc une procédure quand même qui doit être tirée au cordeau, vérifiée par une batterie de consultants. Donc ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent, qui relisent, et puis des auteurs qui corrigent. Et l'autre chose aussi qui est complexe, c'est qu'on est en 6e saison et ce n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de séries en fait, qui arrivent à une saison 6 et j'ai envie de dire que ce qui m'a pris le plus de temps, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de penser au renouvellement. Comment on renouvelle le polar? Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à une saison 6? Et ça, c'est une réflexion qui a été un peu plus longue que d'habitude. Pourtant, on pourrait penser qu'au bout de 5 saisons, on connaît mieux ses personnages, les équipes sont plus en place, tout irait plus vite finalement. Alors oui, on se trompe. J'aimerais bien penser ça aussi, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on démarre une nouvelle saison, c'est un peu comme si on reprenait tout à zéro. Voilà, on est au bas de la montagne et il y a tout à gravir à nouveau. Alors, puisque cette 6e saison n'a pas encore commencé, peut-être la présenter rapidement, faire le pitch, comme on dirait avec un autre anglicisme, désolé, mais il y en a plein les séries. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette saison 6 ? Vous avez parlé de renouvellement, de repenser la série. En quoi l'avez-vous repensé, renouvelé avec cette nouvelle saison ? Alors, on s'est efforcé de pas tellement travailler sur les codes du polar, parce que les codes du polar sont ce qu'ils sont. On est dans une série policière, donc comme on travaille beaucoup sur la représentation du milieu de la police et de la justice, c'est un métier qui ne se renouvelle pas souvent. Donc en fait, tout ce qui fait partie de la vie des policiers, ça, ce n'est pas des choses qui changent beaucoup. Donc il y a toujours des filatures, il y a toujours des planques, il y a toujours des interrogatoires. Ce qu'on a surtout essayé de renouveler, c'est les personnages. C'est pas tellement, je ne parlerai pas de renouvellement, je parlerai plutôt d'approfondissement des psychologies. Voilà. En fait, ce que permet une saison 6, c'est pas tellement d'inventer une nouvelle façon de raconter le polar, mais c'est plus de se dire qu'est-ce qu'on va raconter qu'on n'a pas encore raconté sur nos personnages cette fois-ci. Avant de prolonger la discussion, je vais vous remonter un peu le moral, quoique il y a beaucoup de choses positives qui ont été dites sur cette série. Meilleure série française, plusieurs commentaires, voilà la première chose qui s'affiche sur votre écran. Merci, ça me fait plaisir. Déjà, on se met dans de bonnes conditions. Il est beaucoup question dans cette... Alors, du coup, on ne l'a pas vraiment pitché toujours. Alors non, je ne l'ai pas pitché. Allez, je la pitch rapidement. Allons-y. Bien que c'est assez compliqué de pitcher une saison sans d'Engrenage. révéler, c'est une saison sur la corruption. À la fois sur la corruption à tous les niveaux, sur la façon dont peut démarrer quand même une forme de corruption sans qu'on s'en rende compte, et sur une corruption plus organisée à des niveaux de grand banditisme et de liens entre des voyous et des personnalités et des institutions. Et en quoi cette thématique s'insère, comme vous l'avez dit, dans la logique de la réflexion par rapport à l'évolution des personnages? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, on arrive à un point là de cette histoire où il va falloir que je questionne cette histoire de corruption? Est-ce que c'est parce qu'Engrenage, comme beaucoup de polars, questionne depuis le début cette ligne à ne pas franchir et qu'il était temps d'arrêter de la franchir ou de la franchir
pleinement Alors voilà, alors d'abord on franchit plusieurs choses. On franchit la ligne et on franchit le périphérique. Parce que c'est pas la première fois, ça. Non, mais quand même, là, c'est un petit peu plus que d'habitude parce qu'on s'y installe. On commence à s'y installer à la fin de la saison 5, puisque l'un de nos personnages quitte le DPJ, en l'occurrence le commissaire Herville, et va s'installer dans un commissariat du 93. Et on adore ce personnage, interprété par Nicolas Briançon. Et en fait, cette installation dans le 93 nous a aussi permis, de nous donner un nouvel élan en termes de matière policière pour parler de ce département qui est quand même très particulier chez nous en France et de s'y installer pleinement et de parler de toutes les contradictions de ce département. Alors maintenant, les personnages vont être amenés à travailler sur Oui, en fait, on est dans une... Le studio est en train de s'effondrer. C'est ça, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc, c'est donc la question, c'était... Du coup, ça m'a perturbée. Non, finalement, parler de la corruption était logique dans l'évolution de la réflexion sur la série. C'est ça, oui. Parce qu'on n'avait jamais... passer la ligne. Oui, c'est ça, passer la ligne. Parce qu'on a des personnages qui sont garants des institutions, qui représentent les 3 piliers de la démocratie, si on peut dire, la justice, la police, la défense pénale. Et on a quand même depuis longtemps des personnages qui tentent de préserver le bon fonctionnement des institutions, toujours avec la volonté ou parfois la tentation de vouloir franchir un pas, surtout du côté de la police. Et là, on y va vraiment, puisque en fait, on parle aussi de la corruption policière et de flics qu'on dit ripoux, parce qu'ils sont passés du mauvais côté de la barrière. Vous parliez de passer le périphérique comme si finalement c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que vous avez l'impression, sans engrenage, que vous faites ce que trop peu de séries françaises font, c'est-à-dire mettre en scène une France que la télévision met un peu de côté, ou alors au journal du 20h, on la voit beaucoup dans les documentaires, mais que la fiction a du mal à se frotter à cette France-là. Et à votre avis, pourquoi? Et vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce qu'on pourrait aussi dire, ah oui, vous passez le périph' pour faire une série policière avec des criminels, des gangsters, etc. C'est pas forcément pour montrer le beau côté de l'autre côté du périph'. Alors la volonté d'Engrenage, ça n'a jamais été de parler d'une France idéalisée, pas du tout. Au contraire, on essaye toujours de gratter un peu là où ça fait mal. On est dans une série qui est très réaliste et en même temps qui va chercher un peu la noirceur finalement des relations entre la justice et la police. Et oui... honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut parler d'un département assez criminogène et d'une délinquance qui est quand même très particulière. D'une manière générale, on parle très peu du grand banditisme de façon réaliste en fiction française. Donc, si ce n'est pas Engrenage qui s'y colle aujourd'hui, je ne sais pas qui va le faire. Je le regrette d'ailleurs parce que je trouve qu'il y a des sujets passionnants à traiter en matière de délinquance. Et là, en fait, ce qui nous a intéressés, c'est qu'on ne parle pas uniquement de la délinquance. On ne pointe pas du doigt, il n'y a aucun jugement moral, évidemment, ça n'a jamais été le but d'Engrenage. C'est plutôt un système que vous... C'est plutôt un système qu'on pointe du doigt. Et en même temps, et un système qui aussi est très très peu abordé en fiction, d'une manière générale. Vous avez l'impression de faire une série sociétale autant qu'un polar? Alors, on va en parler aussi, c'est une série intimiste, on va parler des personnages, puisque c'est aussi c'est le cœur d'Engrenage, mais est-ce que vous avez l'impression, à travers le polar, de dire quelque chose de l'état de la société française? Est-ce que cette saison 6, même si elle est 3 ans, il y a eu 3 ans de travail, elle est le reflet de ce que peut être la France aujourd'hui? On parle de l'état d'urgence, on parle d'une certaine peur, d'une certaine pression peut-être, qui a peut-être aussi un impact sur la société elle-même, sur les classes sociales, sur les ruptures qu'il peut y avoir, et pas seulement sur la criminalité elle-même. Oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'il faut se souvenir du contexte dans lequel a été écrite cette saison. Elle a été pensée avant que l'écriture ne vienne vraiment se mettre en place. Elle a été pensée avant les attentats de Charlie Hebdo. Alors c'est important, et par le plus grand des hasards, j'ai envie de dire, mais comme quoi l'ère du temps, c'était déjà cette problématique-là, moi j'avais très envie de parler de la difficulté des rapports compliqués entre la population et la police, entre les institutions entre elles. Et c'est vrai que là, on a
rajouter une autre institution qui est en fait une institution politique, c'est le fonctionnement des mairies. Voilà, cet état-là, ça préfigure peut-être, moi c'est ce que je me suis dit, il y a un climat en fait dans tout ça, dans ces dérapages progressifs qui peut-être explique aussi le glissement vers le terrorisme. On n'a pas du tout voulu parler du djihadisme, on n'a pas du tout voulu aborder ça. Il n'en est pas question. Il n'en est pas du tout question. Mais par contre, moi, ça m'intéressait de voir comment l'abandon de certains territoires, la façon dont la démocratie, entre guillemets, doit parfois se maintenir à tout prix, ça passe aussi par certaines alliances et parfois des alliances assez dangereuses, quoi. Deux questions, oserais-je dire, un peu techniques des internautes avant de parler des personnages. D'abord, Sandrine qui demande, vous adaptez-vous à la législation française comme la réforme de la garde à vue, par exemple? Est-ce que vous avez un œil permanent pour que la mise en scène de la justice et de la police soit pertinente au moment donné? Alors oui, c'est une bonne question parce qu'en effet, alors, le fait d'être entouré de consultants, ça nous permet quand même d'avoir un vrai degré de vigilance à ce niveau-là. Et la réforme de la garde à vue, elle avait d'ailleurs été intégrée en saison 4, puisque ça leur posait des problèmes. Oui, parce que ça a posé des problèmes. En fait, on l'a intégrée, c'était pas prévu. C'est-à-dire au début, quand on a commencé à travailler sur les scénarios, la réforme n'était pas tombée. Et on l'a intégrée dans les scénarios parce qu'elle est tombée du jour au lendemain comme un coup près dans les commissariats. Et personne ne savait comment manipuler et comment manier cette nouvelle réforme. Donc en fait, évidemment, on en a joué. Pour reparler de la corruption, une question de Guillaume. Avez-vous des références sur le thème de la corruption dans le cinéma ou les séries? Alors, il met Lumet et The Wire. Il y en a peut-être d'autres. Évidemment, on parle beaucoup de The Wire. D'ailleurs, presque tous les polars, il y a un moment où The Wire va sortir. Mais est-ce que vous en avez en particulier ou est-ce que votre référence, c'est plutôt la réalité? Alors, ma référence, c'est complètement la réalité. La base d'Engrenage, l'écriture même d'Engrenage vient de discussions absolument interminables avec mes consultants, en l'occurrence des policiers, des magistrats, des avocats, qui ont tous eu à un moment dans leur carrière et ont encore affaire avec la corruption. Voilà. Parlons un peu des personnages parce que, alors on a sous-entendu que cette saison 6 parlait beaucoup de la condition de policier. Parlons d'abord des policiers. J'avais envie de vous demander, ça va bien? Est-ce qu'ils vont bien ces personnages? Parce que c'est vrai que, vous le disiez, c'est une série qui est assez sombre. Oui. Est-ce que c'est une série sur leur intimité ou est-ce que c'est pas dissociable et finalement leur intimité dit quelque chose de la police, du système judiciaire et à travers leurs problèmes personnels, on continue, parce que disons-le sans rien révéler, cette saison 6 parle beaucoup de leurs problèmes personnels aux personnages, mais est-ce que leurs soucis intimes sont aussi métaphoriquement ou très concrètement ceux de la justice et de la police? Ah bah oui, complètement, c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose que... En fait, dans Engrenage, nos personnages n'ont pas de vie privée à proprement parler. On les voit très rarement chez eux. Un petit peu Gilou dans cette saison, un petit peu Tintin, Joséphine un petit peu. Ils ont peut-être au moins une scène, mais pas plus. Parce que ce qui, moi, m'intéresse, c'est de parler de leur intimité, mais dans le cadre de leur travail. Et finalement, les vrais moments qu'ils ont le plus d'intime entre eux, c'est dans les toilettes du DPJ. Parce que c'est là que les peurs, les émotions s'expriment le plus. Et c'est presque ce petit espace clos qui révèle le plus leur intimité. Et je trouve que c'est plus intéressant de parler de l'intimité de personnages à l'intérieur d'un groupe où ils ont toujours des missions à accomplir, mais où au moment où aussi, en fait, ils vivent parallèlement à ça des moments difficiles et où ça a forcément des répercussions sur leur vie professionnelle. Alors très concrètement, je spoile pas grand-chose, la question de la maternité qui concerne le personnage de Laure, la question de la maladie, on ne rentrera pas dans le détail, qui touche le personnage du juge Roban. Ouais. En quoi ces problématiques-là, finalement, vous permettent et de creuser les personnages, mais aussi de les mettre en contexte dans leur vie professionnelle? Alors, en fait, moi, je recherche toujours avec les personnages une enquête. Pour moi, c'est une expérience. C'est une expérience collective, mais c'est aussi une expérience individuelle. Et notamment, la confrontation à l'effroi.
Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si on peut dire face à quel type de cadavre nos héros vont se retrouver confrontés. On peut le dire parce que ça a été beaucoup dit. Dans les journaux, ça a été Voilà, c'est un ici tronc. compris. Voilà, c'est un tronc humain. Un putain de tronc Un humain, putain de tronc, voilà, comme dit Gilou. Mm-hmm. C'est un tronc, un putain de tronc, exactement. Et ce corps démembré va avoir une répercussion dans l'intimité de chacun des personnages parce que dans cette saison particulièrement, ils vont tous être atteints dans leur corps d'une manière ou d'une autre. Le juge Roban avec cette maladie, Laure avec ce bébé qui naît prématurément va lui être enlevé en fait d'une certaine façon, mais il existe, mais en même temps il n'est pas encore à elle. Joséphine qui va aussi vivre quelque chose qui va l'atteindre très profondément. Et voilà. Et en fait, ce parallèle entre ce cadavre qui est très violent, et en plus c'est particulier, un tronc, parce que c'est compliqué à identifier, et puis c'est d'une violence inouïe, quoi. Et voilà. Et moi, j'avais envie qu'il y ait une correspondance entre ce que ça veut dire d'enquêter sur un cadavre de cette nature et ce que vivent nos personnages aussi au plus profond d'eux-mêmes. Il y a Pascal qui demande à quand de nouveaux personnages récurrents dans la partie judiciaire. Je vais reformuler un peu sa question. C'est vrai qu'on a une légère impression que la partie judiciaire est un tout petit peu moins importante, en tout cas sur cette saison. On n'avait jamais remplacé le personnage de Pierre, de Grégory Fitoussi. Pourquoi ce léger déséquilibre est-il volontaire, ou alors c'est moi qui l'ai senti comme ça, ou est-ce que peut-être que la partie judiciaire est moins importante dans cette saison que la partie police ? Alors, je ne sais pas si elle est moins importante, parce que Roban, il est sur plusieurs fronts quand même. Il est sur l'affaire, évidemment, qui lie nos flics, qui concerne nos flics, et il est aussi sur une affaire beaucoup plus intime avec un héros récurrent du milieu judiciaire, donc en l'occurrence Machard, le procureur Machard. On avait créé en saison 5 un nouveau personnage de juge, la juge Mendy, qu'on avait mis en binôme avec Roban. Ça nous intéressait en fait de confronter Roban à une collègue beaucoup plus jeune qui n'a pas du tout le même regard sur l'affaire. Et voilà, et là on avait plutôt envie de le confronter avec Machard. On adore ce personnage et on n'a pas créé en effet de nouveaux personnages. En fait, on aime tellement nos héros. Et il y a aussi, il faut voir dans Engrenage, c'est qu'il y a aussi beaucoup dans la sphère, la seconde sphère, la sphère des guests. Il y a beaucoup de méchants, entre guillemets, à caractériser très fortement. Et ils prennent beaucoup de place aussi. En saison 4, on avait trop de personnages. Il y en avait à tous les niveaux et on s'était vraiment perdus. Et on a tiré la leçon de ça, de se dire, d'abord on sert nos héros principaux et ensuite on s'occupe des autres. Pourquoi caractériser mieux ce que vous appelez les méchants? Qu'est-ce que ça apporte à votre histoire? Pourquoi il faudrait passer plus de temps à ce qu'ils existent, ces personnages-là? Est-ce que c'est juste parce qu'il faut éviter la caricature, le stéréotype? Surtout peut-être quand on s'attaque au type de méchants qui apparaissent dans la saison 6? Oui. C'est dangereux de caricaturer ce genre de personnages-là? Alors oui, complètement. Et j'espère qu'on ne les a pas caricaturés. En fait, de les faire exister, il y a toujours une sorte de mouvement qui se reproduit d'une saison à l'autre. C'est d'abord, on a des flics qui naviguent à vue. Ils vont mettre les pieds dans un univers qu'ils ne soupçonnent pas. Et à un moment, on va passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va passer du côté des méchants, entre guillemets, parce que c'est un terme un peu péjoratif. Hein. Oui. C'est les opposants, on va dire. Voilà, en termes narratifs, on dirait les antagonistes. Exactement. Et de les faire exister, ça complexifie aussi le travail de la police, parce qu'il y a un moment où on va avoir un coup d'avance sur nos flics. Donc, ce qui devient intéressant, c'est qu'en termes de narration, ça nous permet de jouer des choses différentes parce que le spectateur va connaître des choses que nos policiers ne savent pas encore et on va se demander comment ils vont réussir à les coincer alors que finalement, il leur manque des éléments. Après toutes ces saisons, est-ce que les personnages reviennent vite? Je posais la question aux comédiens en disant comment vous vous remettez dans vos personnages. Comment vous remettez dans vos personnages? C'est pas trop difficile? Ou est-ce qu'en fait, vous ne les quittez jamais vraiment et que pendant que nous, on a attendu 3 ans, vous n'avez jamais cessé de les vivre au quotidien? Alors moi, je les vis au quotidien, en permanence, puisque dès que je termine une saison, j'en enchaîne une autre. Ça a été le cas pendant les 4 dernières saisons, donc 3, 4, 5, 6. Donc en fait, je n'ai pas le temps de les quitter vraiment.
Et par contre, quand je commence à écrire, en revanche, là, j'ai besoin de les voir. Donc là, je revois des épisodes parce que j'ai vraiment besoin de les voir exister. Et donc, moi, personnellement, je ne les quitte pas. Je sais que les comédiens, en fait, on voit qu'ils se remettent immédiatement dans leur personnage. Ça vient énormément du costume. Oui. Laure Berthaud, dès qu'elle remet son blouson, dès qu'elle remet ses chaussures, dès qu'elle a son jean et qu'elle Vous met son l'appelez Laure holster, Berthaud d'ailleurs. d'ailleurs je l'appelle Caroline Laure Berthaud, Proust, Caroline donc. Proust donc, elle est immédiatement dans la peau de son personnage. En fait, elle chausse vraiment les chaussures de Laure Berthaud. Joséphine, elle est perchée sur ses talons, elle a ses robes magnifiques, sa façon de marcher, ça passe énormément par le corps. Et le juge Roban, qui pour moi est celui qui... parce qu'en fait, Philippe Duclos, dans la rue, il ne marche pas, il n'a pas une scoliose, quoi. Et la façon dont il se tient, la façon dont il marche, il a un pas assez lent, il a tout le poids, en fait, de sa fonction sur les épaules. En fait, dès qu'il reprend corps avec son personnage existe. Donc, c'est un gros travail qu'eux font pour réincarner les personnages. En parlant du costume, j'ai vu passer un article qui expliquait la difficulté relative, mais la difficulté quand même de tourner sur Paris avec des armes à feu et le fait que porter le pistolet est très important pour les acteurs pour être Bien dans sûr. leur rôle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que on parlait tout à l'heure de l'état d'urgence, Oui. la saison a été écrite avant, Bien mais il a sûr. fallu tourner En après. état d'urgence, tout Et à du fait. coup, est-ce que ça a eu un impact majeur? Est-ce qu'il a fallu Énorme. changer des choses? Est-ce qu'il a fallu composer avec ça? Alors oui, alors il y a eu l'état d'urgence imposé évidemment de ne pas avoir d'armes à feu apparentes, mais c'était absolument impossible. Quand vous faites des flics, c'est Donc difficile. quand on fait une série policière, ce n'est pas possible. Donc ça, il y a eu des négociations avec la préfecture qui ont été acceptées, mais le cadre est extrêmement strict. Et en tout cas, une chose sur laquelle on n'a pas dérogé, c'est... enfin, la préfecture n'a pas dérogé plutôt, c'est le bruit des armes à feu. Donc les tirs sont tirés, mais le son, en fait, a été fait en post-production. C'est-à-dire que les coups de feu qu'on entend n'ont jamais été tournés en réalité, quoi. C'est ce que vous avez constaté dans la réalité, ces flics-là qui sont tendus comme ça, mal, oserais-je dire. C'est l'enquêteur le français aujourd'hui, il est dans cet état-là? J'ai envie de dire beaucoup d'entre eux, oui. Je trouve que la police, enfin en tout cas ça a été accentué évidemment avec les attentats. Il faut savoir quand moi j'ai commencé à écrire L'Arche d'Engrenage, c'était au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Et quand j'ai terminé l'écriture de cette saison, c'était 2 mois après la tuerie de Nice. Donc j'ai eu des consultants que j'interrogeais pratiquement quotidiennement qui vivaient quand même une période de leur vie professionnelle qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais été confrontés à ça. La police française n'a jamais été confrontée à une vague d'attentats aussi meurtrières en France. Il y en a eu par le passé, bien sûr. Il y a eu les attentats du RER, tout le monde s'en souvient. Mais là, cette série d'attentats et ce danger permanent et cet état d'urgence en fait qui dure depuis des mois et des mois fait qu'à un moment, ça se ressent sur le travail des policiers. Et j'irais même encore plus loin, c'est qu'il y a eu les attentats et il y a eu aussi les manifestations anti-flics. Donc ils ont été beaucoup mis à l'épreuve pendant ces derniers mois. Et évidemment, moi, j'ai envie de retranscrire ça aussi. Il y a un vrai malaise de la police aujourd'hui. Il y a un vrai malaise de la police. Voilà. Sauf erreur, dans la saison, on n'en parle pas concrètement des attentats ou de ces choses-là. Alors encore une fois, vous auriez pu ajouter quelques répliques pendant le tournage, des choses. Est-ce qu'il y a quand même une volonté que ça soit en prise avec la société française, mais qu'on soit pas... En fait, qu'on soit dans une sorte de copie de la société française, mais qu'on ne soit pas dans la réalité au sens journalistique ou journalière de la France? Alors oui, il y a un léger décalage, oui, en fait. Là, il y a un léger décalage parce que c'est vrai que j'aurais pu le rajouter, mais c'est tellement énorme. D'ailleurs, c'est dit à un moment, hein, c'est pas complètement passé sous silence parce que souvenez-vous, quand on est dans le commissariat, qu'il y a l'attaque du commissariat, en fait, Oui. dans le 93, oui. Il y a un des flics qui dit « mais nous, on n'en peut plus, on a eu les attentats, un jour on est des gentils, le lendemain on est des salauds, ça devient dur ». Et donc, en fait, on intègre d'une certaine façon, par petites touches, ce climat. Je pense qu'en fait, quand on regardera cette saison, on ne pourra pas faire l'impasse sur le fait que ça a quand même été écrit et tourné pendant la période des attentats et de l'état d'urgence. Quelle place prend pour vous les relations entre les personnages?
Parce qu'on a une série chorale, alors qui est peut-être un peu moins chorale aujourd'hui qu'elle l'était avant, comme on le disait, mais comment vous décidez des connexions qui vont se faire entre les personnages? Par exemple, le personnage de Joséphine Carlson a brièvement affaire à Laure, mais elle n'est pas complètement, elle a presque sa propre histoire sur le côté. Oui. Comment est-ce qu'on décide d'isoler plus ou moins tel ou tel personnage? Est-ce que c'est lié, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'Audrey Fleurot, son interprète, avait beaucoup de tournages par ailleurs, donc il a fallu la faire tourner dans un coin. Comment ça se détermine ça? Non, ça se détermine pas comme ça. Évidemment, tous nos comédiens tournent par ailleurs, donc mais ça c'est le boulot du directeur de production de connecter le temps de tournage d'Engrenage avec leurs priorités à côté. Non, alors ça se décide comment? Moi, il y a quelque chose qu'on essaie de ne pas faire de façon artificielle, c'est qu'à chaque saison, tous nos personnages se retrouvent toujours sur un même cas. Voilà. Oui. Le juge Roban, la façon dont il arrive sur Mais comme l'affaire. si finalement il n'y avait que 3 flics et 2 magistrats en France, quoi. Voilà, exactement. Donc on essaye quand même de donner cette impression parce que sinon c'est un peu embêtant. C'est comme si on disait aussi qu'au barreau de Paris il n'y avait que Joséphine Carlson, donc Oui. c'est un peu ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'à chaque saison on se dit comment on va justifier que Roban instruise ce dossier, conduit par nos flics. Là, on était assez content en fait de cette trouvaille, puisqu'en fait, il enquête sur une branche sans que nos flics le sachent au début, mais il enquête sur une branche de l'affaire. Donc après, les deux affaires vont pouvoir se rassembler. Maintenant, pour répondre à votre question, Roban, il est indissociable de l'enquête policière, évidemment. Maintenant, il y a des personnages que j'ai envie de voir vivre ensemble. Par exemple, j'avais très envie que Roban et Machard partagent une affaire ensemble. Donc, il faut trouver laquelle. C'est quoi? Et on s'interroge. Ce sont qui ces deux hommes? Il y en a un qui est parfaitement intègre, même incorruptible, on va dire, et l'autre qui est plutôt un homme au service de la justice, mais à tous les sens du terme. Et c'est quoi la rencontre entre ces deux figures-là, en sachant quand même que ce sont deux hommes qui ont à peu près le même âge, qui sont pas très loin de la retraite professionnelle, et qu'est-ce qui se passe quand brusquement ils vont avoir des intérêts en commun? Voilà. Joséphine, pour répondre à votre question sur Joséphine, moi je trouvais ça artificiel dans cette saison de la faire, de la mettre comme l'avocate d'un des acteurs de l'histoire policière. En revanche, j'avais envie de tirer ce fil qui était déjà installé un petit peu avec la mort de Pierre Clément dans la saison 5, ce fil qui concerne un rapprochement extrêmement ténu entre Laure et Joséphine. Et voilà, il lui arrive quelque chose et finalement, c'est vers Laure qu'elle se tourne. Une dernière question par rapport au personnage. Est-ce que vous sentez l'attachement que le public a envers ces personnages? Le fait que Engrenage fasse partie des rares séries françaises où finalement, je ne vais pas dire peu importe l'intrigue judiciaire et policière, on revient pour ces personnages-là. Oui. Est-ce que vous avez vraiment cette impression au point finalement de vous dire ce qui importe vraiment, c'est eux? Et ça ne veut pas dire que je vais bâcler le reste, mais en gros, ça doit tout partir d'eux parce qu'aujourd'hui, après toutes ces années, moi, j'ai oublié une bonne partie des intrigues des saisons précédentes. Bien sûr. Mais eux, par contre, je ne les ai pas oubliés. Alors oui, complètement. Bon, il y a un gros travail qui est fait sur les personnages et je suis contente de voir que ce boulot paye. En effet, c'est assez étonnant de voir à quel point, finalement, quand on a annoncé que la saison 6 allait bientôt arriver, mais le nombre de personnes qui nous ont dit « Et le bébé de Laure, est-ce qu'elle garde son bébé ?» Mais alors, l'histoire policière, plus personne n'en parle. Mais alors, le bébé de Laure, ça, c'était vraiment le truc qui restait vraiment en haut du panier, quoi. Mais en effet, l'accent est vraiment mis sur les personnages. C'est vraiment ça qui compte. Évidemment, l'intrigue policière, il faut maintenir ce rouage et cette attention. Donc, elle est très soignée parce que c'est des histoires complexes. Il y a des histoires qui se rejoignent, qui se séparent. On a quand même pas mal de personnages concernés. On traverse aussi différents milieux, on est dans du grand banditisme, mais il y a aussi toute une partie qui concerne les Roms. Tout ça doit quand même faire un paysage assez cohérent. Mais voilà, ce n'est intéressant que si ce sont nos personnages qui font l'action. Ce n'est pas juste un décor, en fait. Deux dernières questions. La première, quand vous avez écrit cette saison, on a entendu que la 7e serait peut-être la dernière. Quand vous avez entamé cette saison, comment voyez-vous les choses?
est-ce que, parce qu'une série, ça doit se finir un jour ou l'autre, Oui. Engrenage a de la longévité, mais est-ce qu'on pense déjà à commencer à resserrer l'intrigue, à refermer des portes pour se retrouver possiblement dans la possibilité de faire une dernière saison, la 7e? Alors moi, quand j'ai attaqué la saison 6, j'ai annoncé que ce serait ma dernière saison. Donc c'est pas moi qui vais écrire la 7e. Alors ça serait renvoyé une sacrée patate chaude à la personne qui a fait la scène. Exactement. Mais est-ce que D'ailleurs, vous y c'est pensiez ou- c'est ce qu'on m'a reproché. Les pauvres, vous leur laissez quand même beaucoup de cadavres dans le placard. Il y a une question de Junior qui dit pourquoi abandonner votre poste de scénariste en chef après cette 6e saison, sachant que c'est a priori donc la 7e sera la dernière, je pense. Oui. Pourquoi ne pas contribuer à la conclusion de celle-ci en écrivant la 7e? Alors ça, c'est deux questions en une. Un, est-ce que vous aviez un peu cette idée de resserrer un peu l'intrigue ou pas du tout? Et deux, pourquoi s'arrêter alors que possiblement il n'y en a plus qu'une? Alors d'abord parce que non, j'ai pas du tout resserré l'intrigue. Je pense que j'ai même fait le contraire. Je l'ai complètement ouverte parce que là où arrive nos personnages à la fin, c'est vrai que en fait il y a un champ des possibles qui est extrêmement vaste. Et je pense que c'est bien d'ailleurs pour les scénaristes qui ont repris, qui sont une partie de l'équipe de la saison 6. Après moi, ça c'est vraiment d'un point de vue complètement personnel. Je voulais pas faire la saison de trop. Engrenage, c'est 10 ans de ma vie, non-stop. C'est à la fois absolument passionnant parce qu'en fait, il faut savoir que quand on écrit une série, c'est aussi addictif de l'écrire que ça l'est de la voir, j'espère. Mais il y a un moment où on a envie d'écrire autre chose. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je ne savais pas, en tout cas, quand j'ai attaqué la saison 6, que la 7e serait la dernière. Ça pouvait probablement être la dernière. Et maintenant, vous savez, en télé, tout change. Et peut-être que si la 7e encore cartonne, ouais. il y en aura peut-être une 8e. Donc, rien n'est définitif. Mon ultime question, si vous ne faites pas la saison 7 d'Engrenage, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, j'ai d'autres projets et voilà, j'ai monté une société de production avec le producteur d'Engrenage, justement, Vassili Claire, et parce que j'ai envie de produire ce que j'écris. Voilà. Mais on n'en saura pas plus. Pour l'instant, non. Nous avons Des projets on a 2 projets de 8 fois 52 minutes pour l'instant et un projet de série aussi. Merci beaucoup, Anne Landois. Merci. Et donc, Engrenage saison 6, c'est ce soir sur Canal+ à 21h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour critiquer une autre série qui commence très bientôt, Quadra sur M6.